Bonjour professeur Jean Huiteboul, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay, vous avez participé à la création de la revue Annals of Intensive Care il y a maintenant 13 ans et vous en êtes l'éditeur en chef. On est content de vous recevoir et on voulait vous poser quelques questions, notamment comme première question, ça serait pour un jeune interne ou jeune assistant qui souhaiterait se lancer dans une publication dans une revue internationale à haut impact factor, quels seraient les conseils que vous auriez à lui donner pour se lancer dans une telle ambition? Alors, c'est une belle ambition d'abord, bien évidemment, parce qu'il est très important de publier sa recherche. Avant de publier, il faut faire sa recherche. En général, on est aidé par des mentors, par des personnes qui vous conseillent sur le type de recherche, bien évidemment, que vous pouvez mener, expérimentale, clinique, et puis épidémiologique, cognitive, des essais randomisés. Enfin, il y a différents types de recherche. Mais en général, si vous voulez, le conseil principal, c'est qu'une fois qu'on a fait son étude, on arrive à dégager un message important qui soit nouveau, on ne veut pas dire novateur, mais assez nouveau, intéressant, qui peut éventuellement participer à faire évoluer les pratiques, faire évoluer éventuellement les concepts. Un message qui soit facile à comprendre, à lire par n'importe quel lecteur. Et enfin, il faut que l'étude s'appuie sur une méthodologie qui soit reproductible. C'est-à-dire que votre étude puisse être éventuellement reproduite par d'autres, répliquée par d'autres. Autrement, ce n'est pas une bonne étude. Donc il faut qu'il y ait une méthodologie, bien sûr appropriée à la question posée, mais surtout reproductible. Merci beaucoup. Et alors, quand l'éditeur en chef d'Annals of Intensive Care reçoit un papier pour la première fois, qu'il le regarde, qu'est-ce qu'il va aller regarder en priorité et quelles seraient les erreurs à ne pas commettre? Quels sont les points importants à vérifier avant d'appuyer sur le bouton envoyer? Alors exactement, c'est une excellente question. Une fois qu'on a fini son étude et qu'on a ses datas, mon premier conseil d'abord, avant de soumettre ou avant d'écrire même, c'est d'abord de confronter un petit peu cette étude lors de congrès, présentation de type poster, communication orale, etc. Donc la confronter aux autres parce qu'on va tirer très certainement des éléments dans la discussion qui pourront aider à l'écriture du papier. La deuxième chose, c'est réfléchir au message vraiment qu'on veut donner, essayer d'identifier même en une seule phrase. Si vous n'êtes pas capable en une seule phrase de délivrer le message, c'est que le message n'est pas clair. Donc il faut réfléchir à quelle est la façon la plus appropriée, adéquate de délivrer ce message. Et bien sûr, il faut que ce message soit un peu innovant, en tout cas un peu nouveau, qui apporte quelque chose. Et puis ensuite, eh bien, il faut respecter certaines règles. Depuis l'introduction jusqu'à la conclusion du papier, des règles qui sont des règles de bon sens. Une introduction qui soit courte, ce n'est pas une thèse, un papier. Ce n'est pas une thèse. Il faut que l'introduction soit courte, qu'elle soit ciblée sur la question, avec quelques lignes sur le rationnel, le background général. Ensuite, exposer qu'est-ce qui a déjà été fait par d'autres et qu'est-ce qui n'a pas été fait, et donc quelle est la question en suspens que vous voulez poser dans votre papier. Et à la fin de l'introduction, il faut qu'il y ait vraiment l'hypothèse ou la question que vous voulez poser. Et il faut qu'ensuite, le résultat principal réponde à cette question et qu'à la conclusion du papier, on puisse savoir clairement la réponse à la question que vous avez posée à la fin de l'introduction. Donc moi, quand je regarde un papier, je regarde la conclusion pour savoir si elle est adéquate, appropriée, si elle répond à la question qui était posée à la fin de l'introduction. Pareil pour l'abstract, bien sûr. Ça, c'est pour le papier d'une façon générale. Mais l'abstract aussi, il faut qu'il y ait une question clairement posée à la fin de l'introduction et qu'on puisse avoir la réponse à cette question à la conclusion. Ça, c'est un bon papier. Enfin, c'est un bon papier. C'est un bon débat, un bon départ, un bon début. Avoir une question clairement énoncée. Bien souvent, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de question. Ou en tout cas, elle n'était pas claire, elle n'était pas limpide. Et effectivement, quand il n'y a pas de limpidité, dans la question, il n'y a pas de limpidité dans la réponse non plus. Merci beaucoup. On entend plusieurs sons de cloche parfois à ce sujet. Est-ce qu'il faut encore faire une lettre à l'éditeur? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire figurer dans cette lettre à l'éditeur? Oui, ce qu'on appelle en anglais la cover letter. Oui,
d'abord, c'est une lettre de politesse. Voilà, on soumet, on est très content de soumettre. Dans cette lettre, on doit aussi rajouter que le papier n'a pas été soumis au même moment ailleurs, etc., qu'on a respecté des règles éthiques, etc., bien évidemment. Mais si on veut, on peut donner le message du papier et dire en quoi il peut apporter quelque chose pour l'évolution des pratiques ou l'évolution des concepts. Bon, ça ne va pas changer fondamentalement l'opinion de l'éditeur. Ce qui est important, c'est la structure du papier et encore une fois, qu'il y ait une très claire question posée et une très claire réponse à cette question posée. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous faire brièvement un aperçu de l'évolution d'AIC depuis maintenant 2011 et peut-être aussi de quel type de papiers ont été publiés selon les périodes et quels sont les papiers à l'heure actuelle qui sont particulièrement recherchés ou appréciés par ce journal? Oui, alors c'est un jeune journal finalement, il n'a que 13 ans, donc on arrive pas encore à l'adolescence, ou on y est presque, mais on est encore jeune. Et quand on est un jeune journal, on accepte au début des publications qui ne sont pas les publications qu'on souhaite avoir dans les top journaux comme le New England, le JAMA, le Lancet ou autres. Donc on a démarré surtout avec des revues générales faites par des experts du sujet, des grands noms comme on dit, des big names. Et les revues s'appelaient. C'est ce qui est le plus téléchargé, le plus cité. Et on a démarré comme ça. Et grâce à ces revues générales, on a acquis une certaine reconnaissance, notoriété, et surtout acquis des citations qui ont permis d'avoir finalement, en fonction du nombre de citations et du nombre de papiers publiés, avoir ce qu'on appelle un impact factor, un facteur d'impact, qui est un score qui permet un peu de classer les journaux, les revues, en fonction du nombre de citations, et c'est un marqueur de qualité quelque part. Et plus on augmente l'impact factor, comme on a une courbe assez ascendante, plus finalement vous allez recevoir, ou on reçoit, des études de meilleure qualité. Des études originales qu'on ne recevait pas au début. Et donc, naturellement, on progresse comme ça, et le rêve de tout éditeur en chef, c'est d'avoir des grandes études randomisées, contrôlées, qui répondent à une question très claire là aussi, sur une intervention thérapeutique, sur une méthode diagnostique, que sais-je, ou un problème épidémiologique. Mais pour l'instant, à AIC, on n'en est pas encore là, parce que ces études sont soumises plutôt au New England, au JAMA, parfois à Intensive Care Medicine ou à JRCCM. Mais plus on progressera, plus on sera attractif, et plus on arrivera à publier des papiers de très 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 grande qualité. C'est déjà le cas, je vous rassure, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans le top niveau de type New England, Lancet, ou même d'Intensive Care Medicine, qui est le leader pour l'instant des journaux en réanimation. Professeur Jean Hutteboul, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.